Bonjour à tous. Je m'appelle Sydney, donc effectivement, on m'a invité aujourd'hui pour parler du biomimétisme, un sujet assez passionnant dont j'ai eu la chance de faire mon métier. Et mon objectif, c'est de vous montrer un petit peu en quoi ça peut être utile dans le domaine de l'agroalimentaire, parce que on n'en parle pas finalement souvent dans ce secteur-là. Alors, avant de commencer, en fait, déjà, qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? Parce que c'est déjà un mot un peu farfelu. Pour comprendre la notion de biomimétisme, il faut déjà comprendre son origine. L'origine du biomimétisme, c'est la vie, c'est le monde vivant. Alors la vie, c'est quoi? C'est évidemment tous les organismes vivants qu'on connaît très bien. Ok, ça c'est un lion, ça c'est un arbre, ça c'est une fourmi. Des organismes vivants qui sont aussi dans notre quotidien. Et puis quand on creuse, on se rend compte aussi que c'est des organismes vivants dont on connaît le nom vernaculaire. Ok, ça c'est une méduse. Citer l'espèce, ça commence déjà un petit peu plus à être difficile. Ça c'est une plante. Citer l'espèce en particulier, c'est plus complexe. Et puis la vie, c'est aussi tous ces organismes vivants qui sont peut-être un peu moins dans notre quotidien direct ou qui sont moins visibles et qui sont toujours très sophistiqués, parfois très étonnants aussi. Et là où je veux vous emmener, c'est que forcément, plus on prend le temps d'observer ce que c'est que la vie, plus on se rend compte de sa sophistication, plus on se rend compte de la sophistication, l'ingéniosité de ses mécanismes, de ses fonctions, de ses propriétés physico-chimiques, de ses matériaux, à des échelles très variées, allant évidemment jusqu'au nanomètre ou au micromètre. Le vivant, c'est ça, c'est tous ces organismes vivants qui régissent en fait les environnements, les écosystèmes depuis des millions ou des milliards d'années pour certains. Évidemment, c'est une diversité d'organismes vivants. Il y a jusqu'à 1,7 million d'espèces. On imagine, certains spécialistes disent même qu'il y en a encore des millions à découvrir, jusqu'à 10 millions selon certaines estimations. Et évidemment, au bout d'un certain temps, vous avez certains experts, certains chercheurs qui ont commencé à se dire « Mais bon sang, c'est 1,7 million d'espèces ». On pourrait éventuellement s'en inspirer pour créer des technologies. On pourrait s'en inspirer pour innover. On pourrait s'en inspirer pour comprendre des nouveaux matériaux, développer des nouveaux procédés physico-chimiques, des nouveaux additifs, des nouveaux colorants, etc., etc. Et c'est là que, principalement aux États-Unis, ils ont commencé à faire émerger une discipline, une approche, une sorte de méthodologie de recherche et de développement qu'on appelle le biomimétisme. Le mot est assez facile à comprendre, bio, le vivant, mimétisme, copier le vivant. Et donc ça a démarré et ils ont commencé à en donner cette définition. Le biomimétisme, c'est une approche de recherche et de développement qui consiste donc à s'inspirer de tout ce que le vivant a à apporter comme savoir-faire. Et ces scientifiques, ils ont commencé à se dire, c'est super, on va piocher dans ces 3,8 milliards d'années de recherche et de développement pour créer des nouvelles technologies. On parle des États-Unis, donc une fois n'est pas coutume, c'est le complexe militaro-industriel américain qui a commencé dans cette voie-là. Donc c'est Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, évidemment la NASA, et tous les grands centres de recherche américains, Harvard, Stanford, Caltech, Virginia Tech, j'en passe et des meilleurs. Et puis après, ça a commencé à s'exporter dans plein d'autres pays, donc notamment en France, le Centre national de recherche scientifique, le CNRS, le Collège de France, et vous avez aussi beaucoup en Allemagne, au Japon, et de manière massive en Chine depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Alors, on entend souvent parler de l'intelligence artificielle, on entend souvent parler de la blockchain, etc., donc des nouvelles tendances d'innovation, de recherche et de développement technologique qui émergent et qui se développent à grande vitesse. On entend un peu moins parler de tout ce qui est justement biomimétisme. Mais pourquoi? Parce que la plupart du temps, ça reste de la recherche fondamentale, pas beaucoup de recherche appliquée. Sauf que quand on regarde les faits, vous avez un nombre de brevets qui est en pleine croissance et surtout, vous avez de plus en plus de success stories en aval, c'est-à-dire des entreprises qui font des technologies bio-inspirées. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, moi je me suis lancé dans ce domaine il y a 8 ans maintenant. Je travaillais dans la recherche et développement en Allemagne chez Porsche, donc rien à voir avec le biomimétisme, j'étais dans l'automobile. Sauf que les Allemands, comme je vous l'ai dit, ils font du biomimétisme, ils le font principalement sur des matériaux. Et donc c'est là que je me suis passionné pour ce domaine-là et j'ai eu la chance de créer un bureau d'études, une start-up au départ, qui aujourd'hui est plutôt une PME, qui est spécialiste de ce domaine, non seulement en France, mais aussi à l'international. Notre métier, il consiste justement à répondre à des défis techniques qui nous sont soumis par des clients industriels,
dont des clients dans l'agro-industrie, dans l'agroalimentaire, etc. Et à développer, ça peut paraître farfelu, des technologies du coup, qui s'inspirent de la nature. Alors évidemment, je vais vous donner quelques exemples. Donc ça, c'est mon équipe. Et ça, c'est à peu près nos clients. Donc on en a pas mal dans pas mal de domaines. Mais maintenant, on va parler vraiment de ce qui est important, c'est-à-dire en quoi le biomimétisme peut être utile dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors, ici, j'ai donné des thématiques et après, je vous donnerai des exemples pour rendre la chose un petit peu plus concrète. Donc déjà, tout ce qui est maintenance des équipements. Pourquoi est-ce que dans la maintenance des équipements, on peut s'inspirer du vivant? Je veux dire, le lien, il n'est pas forcément très clair. En fait, quand vous regardez, beaucoup d'équipements qui sont utilisés dans l'agroalimentaire vont avoir des problématiques d'usure. Pensez à de l'abrasion, pensez à de la corrosion, pensez à de la fatigue des matériaux, pensez à tout type de problématiques qui pourraient, là on était avec mes collaborateurs dans le hall 10, il y avait énormément d'entreprises dans le packaging, par exemple. Donc, il y a des convoyeurs, il y a des systèmes avec des actionnaires, des bras robotiques, etc. Tout ça, c'est beaucoup d'usure des matériaux. Et typiquement, le vivant, la nature, c'est très bien de gérer l'usure des matériaux. Le vivant, c'est faire de la tribologie, c'est faire de la lubrification, c'est éviter effectivement tout type de problématiques sur le temps, y compris dans des environnements dégradés. Par exemple, quand vous avez de la poussière, quand vous avez du gras, etc. Et donc, dans certaines usines, évidemment, tous les équipements vont se fatiguer. Donc là, le biomimétisme est utile. Le biomimétisme est aussi utile pour tout ce qui est les procédés de transformation. Pourquoi je vous ai mis une baleine? Parce que ça, c'est un très bon exemple. Et vous verrez le lien parfois qu'il y a avec le biomimétisme. Quand vous prenez par exemple des cuves où il y a des mixeurs, du brassage en fait de certains, pensez à des shampoings, pensez à du lait, pensez à tout type de choses qui peuvent être dans une cuve et où il va falloir mélanger cette cuve avec des brasseurs. Et typiquement, vous avez des pales en rotation. Et ces pales en rotation, elles consomment de l'énergie. Et cette énergie, forcément, c'est une facture énergétique pour l'industriel de l'agroalimentaire. Avec mes équipes, on a travaillé sur un projet comme ça. On est allé regarder la nageoire de la baleine à bosse. La baleine à bosse, c'est un cétacé. Ça pèse à peu près 30 à 40 tonnes et ça fait entre 12 et 15 mètres de long. Et la baleine à bosse, en fait, elle ne fait pas comme la baleine bleue à ouvrir sa bouche et filtrer du plancton. Elle va chasser du hareng, elle va chasser du saumon, elle va chercher des petits poissons comme ça. Sauf que quand vous faites 40 tonnes et que vous devez en fait chasser et faire des virages comme ça dans l'eau, c'est très problématique parce que vous avez une inertie hydrodynamique. Sur la nageoire, on ne le voit pas forcément super bien sur la photo, mais il y a une sorte, sur le bord d'attaque de la nageoire, il y a des sortes de tubercules, des petites bosses comme ça, qui lui permettent en fait de réussir à tourner, donc à avoir un angle d'incidence très important pour pouvoir virer sec et chasser le hareng ou le saumon. Et ça vient en fait coller le flux hydrodynamique. Donc on parle du flux d'eau qui vient se coller sur la nageoire et qui permet en fait de réduire la traînée, donc la perturbation hydrodynamique, et retarder l'angle de décrochage. Quel rapport avec des mixeurs et des cuves dans l'industrie de l'agroalimentaire? En fait, si vous équipez les pales, donc les sortes de systèmes, pensez à tout ce qui vient mixer, tout simplement, si vous les équipez de ces mêmes tubercules, vous réduisez en fait la traînée hydrodynamique dans n'importe quel, le lait, l'eau, peu importe, vous réduisez la traînée hydrodynamique et donc vous réduisez en fait la consommation de ce mixeur-là, donc la facture énergétique. Donc ça, c'est un exemple du biomimétisme appliqué à des procédés de transformation. Vous en avez dans la filtration, je vais vous donner un exemple juste après, dans les additifs, je vais vous donner aussi un exemple, dans le contrôle qualité, dans l'anti-contrefaçon. Il y en a évidemment dans la biocontamination, je vous donnerai aussi un exemple, et plein d'autres domaines. Et ça, je ne les sors pas de mon chapeau, c'est des sujets qu'on a eus avec nos partenaires. Donc, prenons un premier exemple qui est du coup sur la maintenance des équipements. Donc, je vous ai parlé des cuves tout à l'heure. Ça, c'est un projet qu'on a eu dans le domaine de la cosmétique avec un grand acteur de la cosmétique. Je suis sûr que vous avez tous déjà consommé certains de ces shampoings, parfums, produits ou autres. Et en fait, les cuves, pareil, il y a la même chose dans le domaine de l'agroalimentaire. Les cuves, la problématique qu'elles ont la plupart du temps, c'est qu'elles ont des résidus de produits sur leur bord. Donc imaginez que vous faites donc, du shampoing, vous allez chauffer votre shampoing, vous allez mélanger votre shampoing, et à la fin, votre cuve, elle va toujours garder en fait, des produits gras sur le côté. Pourquoi c'est un problème pour l'industrie de la cosmétique et l'industrie de l'agroalimentaire, c'est pareil, c'est parce qu'en fait, ces résidus,
sur des cuves qui sont énormes, hein, on part de plusieurs mètres de haut, plusieurs mètres en diamètre, c'est déjà une perte économique. Au fur et à mesure de l'année, vous avez des litres et des litres et des litres de produits qui sont tout simplement perdus. Donc c'est un manque à gagner. Deuxième problématique, c'est que si vous voulez, dans cette même cuve, utiliser plusieurs produits, shampoing A le jour 1, shampoing B le jour 2, vous êtes obligé de nettoyer votre cuve avec des produits assez agressifs, arrêter la ligne de production pour essayer ensuite de faire un autre shampoing dans cette cuve. Donc ces résidus, vous voulez vous en débarrasser. Donc, nous, ils nous ont missionné là-dessus. Et là, pareil, quel rapport en fait avec la nature, quel rapport avec le biomimétisme? En fait, nous, on est allé regarder du côté d'une plante carnivore qu'on appelle la Nepenthes. Les plantes carnivores, c'est des organismes vivants assez redoutables. Déjà, pourquoi est-ce qu'une plante est carnivore? Je vous donne juste l'anecdote, comme ça vous pourrez briller en repas de famille. Mais les plantes, elles sont carnivores, c'est généralement parce qu'elles vivent dans des environnements dont la terre est très pauvre en nutriments. Donc la photosynthèse n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'elles veulent compléter leur régime alimentaire avec des insectes. C'est pour ça qu'une plante est carnivore. Et donc il y a plusieurs façons dont une plante peut être carnivore. Elles peuvent attraper des insectes de plein de manières différentes. La Nepenthes, elle va l'utiliser en faisant glisser des insectes. Donc vous voyez qu'en fait, elle a une sorte d'urne. On la voit très bien sur la photo. Et cette urne, elle va en gros émettre des sortes de phéromones pièges. Donc elle va piéger des insectes qui vont penser s'approcher de certains de ses congénères. Et les insectes, ils vont se poser là sur la lèvre extérieure. Et cette lèvre-là, elle est hyper glissante. Alors comment est-ce qu'elle fait pour être hyper glissante? En gros, alors ça on le voit moins parce qu'on doit observer ça au microscope, mais en fait c'est spongieux. On a essayé de mettre une image en haut à droite, mais c'est pas très clair. Spongieux, c'est que ça ressemble un petit peu à une éponge. Il faut imaginer une surface avec plein de tout petits pores à l'intérieur, donc c'est très poreux, très spongieux. Et dans ces pores, il y a une sorte de lubrifiant naturel qui continue d'être produit de manière constante. Et ça, en fait, ça fait que c'est comme une sorte de toboggan pour l'insecte. Donc, le malheureux insecte se pose sur la lèvre et en fait, il va glisser à l'intérieur de l'urne et il ne va pas pouvoir en ressortir. Malgré le fait que les insectes ont des pattes assez crochues, c'est trop compliqué pour en sortir. Donc, au bout d'un certain temps, il vient au fond de l'urne et là, c'est horrible pour l'insecte, mais en fait, il y a un liquide digestif et il va se noyer dedans, il va être digéré par l'urne et donc par la plante. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que cette surface qui est ultra lubrifiée est très intéressante pour essayer de se débarrasser des résidus si on l'applique sur des cuves. Et donc, ce qu'on a développé, on a développé en fait un revêtement omniphobe. Omniphobe, ça veut dire qu'il repousse tout type de liquide qu'on peut mettre, et donc effectivement, par exemple, des shampoings, mais dans le domaine de l'agroalimentaire, tout type en fait de produits que vous allez mettre dans cette cuve-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a reproduit cette texture. Ça s'appelle SLIPS, donc Surface Liquid Infused Porous Surface. Donc en gros, une surface poreuse imbibée d'un liquide. Donc c'est une sorte de coating, une sorte de revêtement qu'on vient appliquer sur la cuve. Résultat des courses, c'est qu'en fait, effectivement, on a observé en test, en résultats expérimentaux, une baisse drastique en fait de l'accroche de ces résidus sur la cuve. Le gain économique pour notre client, il est énorme. Donc évidemment, alors on n'en a pas encore parlé dans les médias parce que c'est des projets qui sont encore en test aujourd'hui. Et vous imaginez le jour où on va pouvoir annoncer qu'il y a je ne sais pas exactement les gains économiques, à combien ils vont se chiffrer, mais je pense que ça se chiffre plutôt en centaines de milliers, voire millions d'euros par an, inspiré d'une plante carnivore. Ça ferait une belle histoire à raconter pour notre client. Deuxième exemple, je vous ai parlé de filtration. Alors, la filtration, c'est une grosse problématique dans le domaine de l'agroalimentaire parce que vous devez en fait débarrasser des eaux qui ont été utilisées dans des procédés industriels, etc., de particules. Donc, il faut filtrer, il faut purifier l'eau ou il faut purifier des effluents industriels. Cette purification, elle n'est pas simple à faire et notamment, il y a une problématique principale dans les filtres, c'est qu'en fait, ils vont se colmater au bout d'un certain temps. Un filtre, c'est fait pour absorber des particules. Au bout d'un certain temps, votre filtre, il devient en fait saturé et donc il faut remplacer ce filtre-là. C'est problématique aussi, c'est des pertes économiques importantes. Il faut arrêter l'usine, il faut sortir les filtres, il faut remplacer les filtres, c'est des consommables. Et évidemment, les fabricants de filtres, ils ne vont pas forcément vous dire ça parce qu'ils revendent en fait des filtres et ils sont bien contents de vous revendre ces filtres. Sauf que ça crée une problématique économique. Il y a un projet qu'on a fait avec une université américaine qui est basé en fait sur les travaux de cette université américaine, qui est inspiré en fait du requin pèlerin. Le requin pèlerin, c'est comme la baleine, ça filtre et ça filtre des particules qu'il y a dans l'eau. Donc vous voyez la photo, il va ouvrir très grand sa gueule
et on observe des arcs branchiaux. Les arcs branchiaux, c'est les branchies. Ces branchies, leur job principal, c'est justement d'aller filtrer, donc capturer le plancton, capturer les petits organismes qui sont en suspension dans l'eau. La grosse problématique pour le requin pèlerin, c'est qu'évidemment, il doit faire ça toute la journée. Donc lui, il ne peut pas se permettre d'avoir un bouchage de ses filtres. C'est absolument impossible pour le requin pèlerin. Donc comment filtrer quand on ne doit pas se colmater? Ça, c'est le défi du requin pèlerin. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un mécanisme ultra sophistiqué, ça ne sort pas du chapeau, et c'est pour ça que je vous dis que la nature, elle ne fait pas les choses au hasard. C'est que la structure des branchies est constituée d'une certaine manière à créer ce qu'on appelle un effet Venturi. Un effet Venturi, en hydrodynamique, c'est des sortes de vortex qui viennent accélérer les particules. Donc concrètement, qu'est-ce que ça permet? Les particules, elles vont traverser donc la bouche et elles vont venir percuter la branchie et être uniquement momentanément collées à la branchie avant ensuite d'être pris au piège dans le vortex de turbulence hydrodynamique. Donc après, elles vont être évidemment ingérées, donc avalées par le requin pèlerin. Qu'est-ce que ça montre et pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que plutôt que de venir saturer en fait la branchie, la particule, le plancton, les micro-organismes vont en fait ensuite se décoller, rester piégés momentanément dans ces vortex et être ingérés. Donc il n'y a pas de colmatage, il n'y a pas de bouchage des branchies, donc des filtres du requin pèlerin. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit ce système-là sur un filtre que vous voyez ici. Ce filtre, en fait, il vient reproduire la disposition des arcs branchiaux. Et précisément, alors ça ne se voit pas trop, c'est difficile à montrer, on pourrait schématiser, mais ce serait très complexe à expliquer en conférence. C'est la disposition, la taille, la circonférence et l'angle de ces espèces de branchies bio-inspirées qu'on fait avec, nous, c'est principalement des systèmes imprimés en 3D. C'est aussi simple que ça, on pourrait les faire dans plein d'autres métaux, alliages ou autres, c'est pas ça la question. Et en fait, ce filtre à eau anti-colmatage, il permet effectivement d'augmenter l'efficacité du système, même en conditions dégradées, et de réduire la fréquence de maintenance des filtres, donc de prolonger la durée de vie du filtre avant qu'il doive être remplacé. Donc ça, c'est un exemple qui est super intéressant, qu'on a développé dans tout ce qui est environnement. Pensez à des entreprises qui vont faire des stations d'épuration ou autres, mais c'est tout à fait aussi valable, évidemment, dans le domaine de l'agroalimentaire, comme dans plein d'autres domaines. On l'a testé aussi dans des domaines industriels, tout ce qui recycle en fait des liquides et qui doit filtrer ces liquides. Ingrédients et additifs. Alors ça, c'est un autre domaine. Je vais vous donner du biomimétisme dans le domaine de la chimie. Alors, une grosse problématique pour l'agroalimentaire, c'est colorer des produits. On va mettre des additifs, et ces additifs, le problème, c'est que la plupart du temps, ils ne vont pas forcément bien tenir dans le temps. Ils ne vont pas bien tenir à des variations de température, ils ne vont pas bien tenir à des variations de pH. Et ça, quand vous voulez un colorant qui tient sur le temps, c'est problématique. Il y a un liquide qu'on peut faire vieillir à foison et qui ne changera jamais vraiment de couleur, c'est le vin. Alors, pourquoi est-ce que c'est le vin? Parce qu'en fait, le vin va avoir ce qu'on appelle des anthocyanes. Les anthocyanes, ce sont les molécules, ce sont les éléments chimiques qui donnent la couleur dans le vivant. Il y a plein de classes d'anthocyanes, et ces anthocyanes ont des couleurs différentes en fonction, évidemment, du type d'aliment et de type de couleur dont on parle. Sur le raisin, ces anthocyanes, ils ont la faculté de rester très longtemps à la même couleur. Un vin, vous pouvez le faire vieillir 10, 15 ans ou autre, il ne va pas changer de couleur, ou à la marge. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va réagir avec des cycles pyrane. Les cycles pyrane, dans le vin, ça vient de la levure. C'est des éléments secondaires de la levure. Et le fait qu'il y ait, en gros, l'anthocyane qui réagisse chimiquement avec le cycle pyrane, ce qu'on appelle du coup la pyrano-antiocyane, donc assez complexe comme nom, ça permet de stabiliser ce colorant-là. Alors pourquoi c'est du biomimétisme? Parce qu'en fait, on vient rechercher, comprendre, décrypter des éléments qui se passent naturellement dans un liquide. Évidemment, c'est venu avec le vin, mais ça peut arriver dans plein d'autres instances en fait, dans la nature. Ces pyrano-anthocyanes sont très intéressants justement pour stabiliser des colorants chimiques dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc le but, ça a été donc de reproduire des colorants plus performants. C'est des travaux qui ont été faits, qui ont émané en Chine. Mes équipes travaillent dessus, mais à la base, c'est des Chinois qui ont développé ça. Et en fait, le but, c'est de stabiliser du coup les colorants face au pH. Et ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on vient prendre un cycle pyrane, cette fois-ci qui ne vient pas de la levure, qui ne vient pas du vin, qui est trouvé
naturellement. Les cyclopyranes, c'est des bioprocédés qui viennent en fait se rajouter à l'anthocyane et qui stabilisent le colorant. C'est du biomimétisme dans la chimie, je vous ai dit qu'il fallait s'accrocher là-dessus, mais ça c'est un très bon exemple de où est-ce que le biomimétisme peut être utile dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors, je vais vous donner une deuxième anecdote à ressortir en repas de famille. Le prédateur le plus efficace du monde vivant, c'est la libellule. Ce n'est pas du tout le lion, le requin, etc. Le requin blanc, pour info, le taux de succès d'un requin blanc, c'est à peine 50%. Un lion, je crois que c'est autour de 40%. Le taux de succès à la chasse d'une libellule, c'est 97%. 97% du temps où une libellule chasse, elle fait mouche. Et sans mauvais jeu de mots. Mais la libellule, ce n'est pas qu'un très bon prédateur. La libellule, elle doit aussi faire face à son environnement, et son environnement, il est sous contrainte. Les libellules, c'est des environnements qui sont des environnements très humides, des marais, des lacs, des rivières, etc. Et ces environnements humides, comme n'importe quel environnement humide, si vous avez une salle de bain qui est mal aérée, je pense que vous voyez ce dont je parle, sur les joints, vous avez forcément de la moisissure qui vient s'appliquer dans votre salle de bain. En fait, la biocontamination marche très bien. Tous les contaminants, type les bactéries, etc., elles vont proliférer dans des environnements qui sont humides. Le problème de la libellule, c'est que contrairement à nous, elle ne peut pas prendre une douche ou elle ne peut pas juste enlever le joint qui a été moisi. Elle a ses ailes et ses ailes doivent résister à la biocontamination. La manière dont la libellule s'y prend, c'est qu'en fait, sur la surface de l'aile, elle a en fait, là vous voyez une image qui a été sortie en microscopie électronique, c'est des nanopiliers bactéricides. Alors ces nanopiliers, il faut presque imaginer une sorte de tapis de Fekir sur lequel la bactérie va devoir se poser. Donc c'est des toutes petites, c'est un petit peu, c'est des pics, hein, c'est hérissé en fait la surface. Alors évidemment on ne le voit pas en macro, mais on le voit en micro. Et ces tapis de Fekir, ces sortes de nanopiliers, vont venir déchirer la membrane des bactéries. Donc, ils sont plus faibles en diamètre que la taille de la bactérie elle-même. Donc, la bactérie se pose. Et en fait, dès qu'elle va se poser, le moindre mouvement va venir percer et déchirer sa membrane. Auquel cas, du coup, on parle de contact killing, c'est-à-dire qu'en fait, on tue la bactérie de manière mécanique. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, on peut reproduire ça sur des coatings, donc des revêtements, dans le domaine de l'agroalimentaire. Pourquoi ? Parce que dans le domaine de l'agroalimentaire, que ce soit sur des équipements, que ce soit dans du pack, donc dans de l'emballage, réduire la prolifération bactérienne est évidemment un enjeu de taille. Et donc ça, c'est un projet sur lequel nous, on a déjà aussi travaillé à plusieurs reprises dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'agroalimentaire, à reproduire du coup ces surfaces. Donc là, c'est des polymères. On vient reproduire les piliers. Évidemment, on ne vient pas déchirer une aile de libellule. On reproduit les piliers de l'aile de la libellule sur des polymères industriels, parce que derrière ça, ça doit être évidemment industrialisable et à faible coût. Et donc, la lyse des bactéries, c'est-à-dire la mort des bactéries, elle a lieu en moins de 3 heures. Donc, adieu tous les bactéricides, produits chimiques, solvants, etc., etc. On utilise vraiment, on tue les bactéries juste grâce au contact. Donc ça, c'est un exemple de biomimétisme appliqué au domaine de l'agroalimentaire dans ce qu'on appelle la science des surfaces. Maintenant, les adhésifs. Alors ça, c'est super intéressant. C'est plutôt pour l'industrie du packaging. Donc tous les acteurs qui vont venir coller des étiquettes sur des pots de yaourt, sur des bouteilles, etc. etc. Une des grosses problématiques des adhésifs, c'est faire en sorte qu'ils puissent coller sur un substrat, donc une bouteille, un pot de yaourt, mais que ça dure le plus longtemps possible sans se dégrader. Vous rajoutez derrière ça après les normes anti-pollution, recyclabilité, PFAS, c'est-à-dire polluants éternels, etc. Vous avez un cocktail de problématiques extrêmement présentes. Donc nous, on a eu un projet comme ça, où on a travaillé avec des Américains sur ce domaine-là, qui nous avait été soumis, où justement notre partenaire souhaitait remplacer les cols classiques des emballages, donc les cols classiques des étiquettes. Normalement, on utilise de l'acrylique et autre chose. Donc nous, on est allé regarder du côté du byssus des moules. Le byssus des moules, donc là aussi, la moule, elle s'accroche au rocher. Vous savez qu'en fait, c'est extrêmement difficile à décrocher. Donc l'adhésif, non seulement il est multi-substrat, c'est-à-dire qu'il l'accroche sur des surfaces qui sont quand même très irrégulières. On ne parle pas d'une surface super plate comme la table. Un rocher, il y a des aspérités, etc. C'est compliqué. La surface, elle est mouillée. La surface, elle est exposée à du sel, elle est exposée à des UV. Et ça, pour une colle, c'est très problématique. Pour la moule, c'est une balade de santé.
Ce qu'elle utilise, c'est des filaments, c'est un organe spécifique qu'on appelle le byssus. Et le byssus, il produit ce qu'on appelle de la polydopamine. La polydopamine, comme le nom l'indique, c'est plusieurs unités répétitives de dopamine. Et la dopamine elle-même est composée de catéchols. Et la catéchol, elle a une affinité chimique ultra polyvalente avec n'importe quel type de substrat. C'est ça le secret qui fait que la moule, chimiquement, arrive à coller aussi fort au rocher, peu importe la condition dans laquelle elle va se retrouver. Donc catéchol et amine, mais c'est catéchol qui nous intéresse. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur la reproduction de la catéchol pour faire une colle ultra performante en milieu humide. Pourquoi en milieu humide? Encore une fois, parce que l'agroalimentaire, c'est souvent des milieux qui sont très humides, des packs qui sont très humides, avec évidemment beaucoup de contraintes, notamment aussi des contraintes de température. L'adhésion de ce système est 3 fois plus performant sous l'eau qu'un système normal. Donc vous voyez en fait le biomimétisme appliqué au domaine des cols. Voilà, j'en ai fini pour cette conférence et pour vous donner quelques exemples. J'espère que je n'ai pas été trop technique parce que forcément le domaine du biomimétisme, si on ne rentre pas dans les domaines techniques et d'ingénierie, ça peut paraître compliqué. Et des projets comme ça, on en a dans tous les domaines. L'entreprise maintenant, Bioxégie, ça fait 8 ans qu'elle existe. C'est des projets de recherche et développement qui prennent beaucoup de temps. Donc vous en entendrez parler, j'espère, bientôt dans les médias. On a déjà quelques rapports de presse qui sont sortis. Récemment, par exemple, on a sorti un liant pour le domaine du BTP pour réduire de 70% l'empreinte carbone des chantiers de terrassement dans le BTP, inspiré de la salive des termites. Je vous laisserai aller regarder ça dans les médias si ça vous intéresse. Donc des projets comme ça, on en a pas mal qui sont super beaux, qui sont super sympas. Donc le domaine du biomimétisme, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Et je trouve qu'il fait sens parce que vous avez compris qu'à la fois on fait de la sophistication technologique, c'est quand même beau de s'inspirer de la magie et les super pouvoirs entre guillemets de la nature. À ce titre-là, je vous invite à regarder la série de reportages qui commence à sortir. On en a fait un récemment sur le colibri avec TF1, les super pouvoirs de la nature, ça s'appelle. Donc, et en plus de ça, évidemment, c'est la soutenabilité du vivant. Tout ce que la nature fait, elle le fait de manière durable. Conviendrez avec moi que essayer de concilier performance et durabilité, c'est un des grands enjeux de tout type d'industriel, quel qu'il soit, pas que dans l'agroalimentaire. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, avec plaisir. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière, donc s'il y a des questions, vous pouvez lever la main et j'y répondrai avec plaisir. Merci, c'était très intéressant. J'avais une question. Au début, vous avez évoqué vos clients. De manière très concrète, ça se passe comment en fait? Ils arrivent avec une problématique, vous avez un temps donné, vous devez y répondre. Parce que je me dis, ça peut prendre un temps qui est parfois inconnu. Comment ça se passe en temps général? La manière dont je vais répondre à votre question en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'il faut imaginer que la plupart du temps, c'est bien Bioxégie qui va proactivement aller contacter ses clients pour leur dire « Coucou, le biomimétisme existe et coucou, le biomimétisme peut être utile pour vos enjeux. On a compris que vos enjeux, ça pouvait être à peu près, et on leur donne les types d'enjeux. Voici comment ça pourrait être utile. » Corentin, mon salarié qui a dû aller quelque part, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui ici, c'est qu'il va aller sur chaque stand, il va essayer d'anticiper les besoins et il va intéresser les gens. Et c'est normal parce qu'en fait, la plupart des industriels ne connaissent même pas que le biomimétisme existe. À la limite, il y en a quelques-uns. Nous, on a vu Airbus, L'Oréal, ce genre d'acteurs savent à peu près ce que c'est, mais même eux, ils sont très loin d'utiliser le plein potentiel. Donc, 9 fois sur 10, je dirais, c'est vraiment nous qui allons chercher de manière proactive. Deuxièmement, nos interlocuteurs, c'est les directions de recherche et développement, et directions innovation, et de temps en temps des directions techniques ou produits. Ces gens-là, effectivement, ils vont nous exprimer, la plupart du temps sous NDA, donc sous contrat de confidentialité, leurs problématiques, mais c'est nous qui allons les aider un petit peu. Parfois, on fait des conférences, parfois on fait des workshops un petit peu pour les acculturer et faire émerger ces problématiques-là. Et une fois que ça sort, il y en a certains qui nous demandent de travailler, troisième temps de ma réponse, sur des enjeux qui sont ultra incrémentaux et immédiats. Ils disent, moi, je dois remplacer tel type de matériaux dans 2 ans parce qu'il y a une nouvelle norme européenne qui arrive. Je n'ai pas trouvé de solution conventionnelle à date qui m'est utile. Donc là, je suis prêt à jouer le tout pour le tout. Est-ce que le biomimétisme pourra enfin me trouver une solution ? Ça, c'est beaucoup le cas, par exemple, dès qu'il s'agit de PFAS, où ils ont vraiment des problématiques, ou sinon quand ils veulent aussi défendre une position compétitive. Donc là, on est dans l'incrémental, mais
à peut-être un peu plus long terme, 2 ans, 3 ans, où ils nous disent, bon voilà, on a tel concurrent qui a sorti tel brevet, on aimerait bien essayer de trouver quelque chose de plus performant. Donc on utilise le biomimétisme pour le côté performance de la chose. Réduire le poids d'un emballage, par exemple. Citeo, que vous devez peut-être connaître de nom, c'est un client à Bioxégie où ils nous ont demandé de remplacer, par exemple, le polystyrène expansé que vous avez dans le pack. Vous savez, c'est ces trucs blancs là qui... vous avez votre micro-ondes, votre télé, vous l'ouvrez, il y a cette espèce de calage en polystyrène expansé. Bon, le PSE, c'est à la fois du disruptif parce qu'on doit changer le PSE, donc on veut un autre matériau, mais aussi de l'incrémental parce qu'il faut réduire le poids tout en arrivant à conserver la capacité d'absorption de choc. Et parfois, on a effectivement des partenaires qui nous soumettent des sujets très très disruptifs, très en avance de phase, quand ils ont les moyens de le faire. Tout le monde ne fait pas ça. Quoi qu'on en voit dans l'agroalimentaire, là, on est dans un mois, on est à Saint-Malo auprès du groupe Roulier, sur un sujet qui est très disruptif, où on imagine à plus 5 ans, plus 10 ans. C'est des choses comme ça. Quand on bosse avec des Thales ou avec des, prenons Alstom dans le ferroviaire, c'est très très disruptif. Voilà. Ça répond à votre question ? Oui, très bien. Voilà. Et nous, évidemment, on anticipe le temps du projet aussi. Bonjour, merci de la présentation, très intéressante. J'ai une question qui n'est pas très simple à poser, mais je pense que vous arriverez à faire une réponse éminemment claire. Est-ce que par nature, une solution bio-inspirée est moins impactante sur le plan environnemental, ou est-ce que vous pouvez être confronté à des contradictions ? C'est-à-dire que vous avez une solution bio-inspirée, mais qui en réalité, par les matériaux que vous mobilisez, par la technologie que vous allez développer, ça va malgré tout générer d'autres problématiques. Vous parliez tout à l'heure de polymères, oui. Plastique dans ma tête, donc on sait à fait. toutes les problématiques que ça pose. Voilà. Est-ce qu'il y a des contradictions parfois dans cette approche ? Forcément, il y a des contradictions. En fait, alors, je vais répondre à votre question en 2 temps. D'abord, un exemple. Il y a quelques années, une entreprise très connue dans le verre en France, qui fait du verre, des matériaux de construction, etc., il n'y en a pas 100 000, a essayé de développer, pas avec nous, mais c'était même avant que Bioxégie existe, a essayé de reproduire l'effet Lotus, donc c'est un effet en fait déperlant, super hydrophobe, sur du verre. Et en fait, la manière dont ils s'y sont pris a fait qu'en fait, vous aviez, au fur et à mesure du temps, des sortes de pertes du matériau en question. C'était une sorte de revêtement qu'ils mettaient sur le verre, qui était extrêmement toxique pour l'environnement. Et donc, ils ont, à ma connaissance, annulé ce programme-là. Donc, c'est la manière dont ils ont transposé ça industriellement qui a fait qu'effectivement, il y avait un paradoxe, une contradiction dans la volonté de le faire. Donc, deuxième partie de ma réponse, le biomimétisme, en fait, est durable que si la transposition que vous faites, donc l'interprétation industrielle du modèle biologique que vous avez eu, est effectivement durable et choisit les bons matériaux ou s'y prendre d'une certaine manière à ce que ce soit durable. Et ça dépend donc à la fois forcément un petit peu du travail de mes équipes, ça c'est clair, mais ça dépend aussi du champ de contraintes dans lequel notre partenaire va se placer. Donc, il va forcément nous donner un bac à sable, il va nous dire, voilà les contraintes avec lesquelles je veux que vous travaillez, faites-moi du biomimétisme. Nous, on va se positionner sur des sujets qui nous intéressent. Évidemment, on ne va pas faire des projets néfastes, mais évidemment, il ne faut pas voir les choses de manière manichéenne. Je prends un exemple. Un jour, on a travaillé avec un gros industriel de l'agroalimentaire qui nous a dit, bon ben voilà, moi je veux alléger ma bouteille. C'était une bouteille en PET. Le PET, c'est un plastique pétrosourcé qu'il faut recycler. Si vous écoutez certaines écoles, notamment les associations en biomimétisme, etc., vont dire non, on ne touche pas au PET parce que ce n'est pas conforme à la philosophie du biomimétisme, etc. Moi, je n'ai pas cette approche-là avec mon équipe. Nous, ils veulent alléger le plastique. Ce n'est pas demain la veille qu'ils vont changer le PET parce que ça suppose changer toutes leurs usines, donc notamment les procédés de soufflage, etc., etc. Donc, ils nous ont clairement fait comprendre, écoutez les gars, d'abord on travaille avec vous sur du PET, vous allégez la bouteille, vous réduisez le poids, donc effectivement, ça fait de l'empreinte carbone en moins en matière logistique, parce que des bouteilles allégées fois 100 000 ou fois 1 million, c'est autant de CO2 sur les camions, les bateaux, etc. en moins. Et puis évidemment, c'est du PET en moins à recycler, du PET en moins à produire, donc moins de matériaux pour être ressourcés. Moi, j'ai dit, OK, on fonce là-dedans. On garde le PET, on a utilisé le biomimétisme pour alléger la structure. On a réussi d'ailleurs. Donc le biomimétisme, en fait, est plus complexe qu'on ne l'imagine, et il ne faut pas confondre ça avec le biosourcing, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas forcément tout le temps des matériaux du vivant. On va interpréter technologiquement ce qu'on observe dans le vivant.
Mais comme la nature, la plupart du temps, est extrêmement optimisée, même si on n'utilise pas le matériau, on va avoir des gains en consommation énergétique, en consommation de matériaux, sur plein de domaines différents. Récemment, on a livré un projet à un industriel qui s'appelle Yoplait. Je navigue entre mes accords de confidentialité, mais on les a aidés sur un sujet thermique. Je ne dis pas plus. Le but, c'était réduire la consommation énergétique, parce qu'ils avaient une problématique thermique. Bon, la façon dont on l'a fait, c'est pas avec des matériaux du vivant, mais le procédé qu'on a utilisé, évidemment, lui est bio-inspiré. Et la réduction de la facture énergétique, ça, c'est durable, parce que forcément, bon, dans un pays comme la France, où le mix énergétique n'est pas très carboné, ça va. Mais dans d'autres pays, et ce procédé va être utilisable dans d'autres usines, forcément, c'est du CO2 en moins. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à... Je me demande un peu quelles sont vos équipes, parce que vous avez plein de biologistes, et vous allez chercher tout ça, les gens ont la tête pleine, ou vous avez des bases avec des tonnes de données et des tonnes d'informations? Oui, alors on a une base qui est notre base interne, qui est développée par notre Knowledge Center, donc notre direction scientifique, dont l'objectif, c'est en continu d'alimenter, donc de peupler les bases de données avec des modèles biologiques, ce que nous on appelle des SBR, systèmes biologiques de référence. Et d'ailleurs, de ce que moi j'ai compris, on est à peu près les seuls, non seulement en France, à faire ça, mais de ce qu'on a vu, même à l'international, il y a très peu d'entreprises ou très peu d'acteurs, même je parle d'entités, qui font ça. Il y a un projet qui a eu lieu à la NASA sur ce sujet-là, mais plutôt sur des thématiques aérospatiales, donc très peu large. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour peupler cette base de données? Chez Bioxégie, nous, on n'a pas des biologistes. J'ai quelques biologistes dits généralistes, c'est plutôt des ingénieurs en biotechnologie, ils sont tous sortis d'AgroParisTech. Ces gens-là, en fait, leur objectif, c'est effectivement de peupler, mais ce n'est pas eux qui vont aller avec leur boss au Costa Rica étudier tel ou tel type de papillon pendant toute leur carrière. Ce n'est pas notre job. Ça, nous, on va tout simplement utiliser des papiers biologiques qui sont faits par des chercheurs publics. En France, ça va être par exemple le Muséum national d'histoire naturelle, qui n'est pas qu'un musée, qui est un centre de recherche en biologie. C'est des gens qui décrivent, toute leur carrière, ils ont décrit une araignée ou un groupe d'araignées, etc., ou tel groupe de poissons, de bactéries, etc. Ces gens-là, ils publient de la donnée. Il y a des millions de papiers biologiques qui existent. Donc nous, on se spécialise dans le fait d'aller trouver parmi ces millions-là lesquels sont vraiment intéressants et pourquoi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on, comme vous vous en doutez, on automatise ça, surtout à l'ère de l'IA. C'est extrêmement facile. Donc, on a développé des algorithmes qui nous permettent effectivement, donc des robots, nous permettent très très rapidement de trouver des noms ou des mots ou des expressions très particulières qui vont nous être utiles. Je prenais l'exemple de la thermique. La thermique, comment est-ce qu'on peut travailler sur un échangeur de chaleur, par exemple? Vous allez vous intéresser à des thèmes comme, par exemple, la convection, la conduction, l'émissivité dans les infrarouges, l'homogénéité d'un fluide caloporteur, etc. Vous voyez, des mots très particuliers. Et donc, nous, on va envoyer nos algorithmes qui vont nous sortir ensuite, après les bons papiers biologiques, du bon biologiste qui aura décrit dans telle espèce en particulier comment est-ce que cette espèce-là fait, par exemple, de la convection ou de la conduction, etc., etc. Après, évidemment, on va interpréter ça. Notre cœur de métier, c'est pas juste trouver le papier biologique, c'est de l'interpréter. Et donc, pour ce faire, pour compléter ma réponse, le cœur de métier de Bioxégie, c'est bien des ingénieurs. Nous, on les appelle les biomiméticiens parce qu'en fait, c'est une expérience qui n'existe pas. Vous allez aux mines de Paris, à Centrale Paris, etc. Vous trouverez des électifs. D'ailleurs, nous, souvent, on donne les cours là-dessus. Mais ce n'est pas vraiment des vraies expériences ou expertises. Moi, ce qui m'intéresse quand on fait des recrutements, d'ailleurs, on est en train de recruter pour ceux que ça intéresse. Quand on fait des recrutements, c'est des ingénieurs généralistes qu'on va ensuite former à cette gymnastique tout à fait particulière qu'on appelle le rétro-engineering biomimétique. Voilà, je ne vais pas vous perdre, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui sont forts en thermique, en optique, en mécaflux, en génie des matériaux, etc., etc., en chimie, évidemment. Ça répond à votre question? Très bien, je vais venir vous voir après. Ok. Merci. D'autres questions? Non, c'est bon? Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée à tous.